belle transition avec Aude oui, voilà, sur les hypertensions de type 2 avec la prise en charge des LVAD. Alors, bonjour à tous. Merci donc à l'Arc-Haute-Auvergne de m'avoir invité. Moi, je vais faire donc la partie juste après l'hypertension pulmonaire, juste avant la congestion normalement. Bon, finalement, il n'y a pas la congestion, donc j'avais à traiter le ventricule droit, mais alors sans trop l'hypertension pulmonaire et la congestion, il y aura quand même des redites, des études, vous allez voir, on va en discuter, des points communs, mais on réexpliquera petit à petit. Mes conflits d'intérêts, mais qui n'ont pas de rapport avec la présentation actuelle. Enfin, si ce n'est pour les LVAD, mais de toute façon, les LVAD, il n'y a plus qu'une marque. Alors, de quoi on parle dans l'insuffisance cardiaque avancée ? L'insuffisance cardiaque avancée, vous voyez dans ces dernières recommandations, on parle de patients graves. Donc, des patients graves, c'est des patients qui font des décompensations respiratoires régulièrement, des dyspnées NYHA supérieures à 2, des patients qui ont une dysfonction cardiaque sévère. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types de dysfonction cardiaque, qui sont réhospitalisés régulièrement, qui font des épisodes de congestion, qu'elles soient pulmonaires ou systémiques. Donc, on va avoir des congestions droite ou gauche. On va avoir des patients qui sont limités dans la capacité à l'exercice et qui finalement ont plus d'activité physique et de vie quotidienne. Plusieurs contextes. On va avoir à la fois des dysfonctions ventriculaires gauches, qu'elles soient systoliques, qu'elles soient diastoliques, ou des anomalies du ventricule gauche qui peuvent également causer de l'insuffisance cardiaque sévère. On peut avoir des dysfonctions ventriculaires droites isolées. Alors ça, je ne vais pas trop en parler dans la suite du topo, puisque c'est vraiment une pathologie très particulière. Par exemple, quand on a des dysplasies arythmogènes VD ou des choses particulières, c'est un cas très très particulier. On va avoir des valvulopathies sévères non opérables, alors des patients qui ont déjà eu 1, 2, 3 chirurgies pour des valvulopathies rhumatismales par exemple. Ça a commencé très jeune et qui arrive au stade d'insuffisance cardiaque terminale et qu'on peut greffer dans un certain nombre de patients. Des cardiopathies congénitales. Alors, je ne vais pas non plus en traiter dans la suite du topo, parce que les cardiopathies congénitales, quand on a en plus un ventricule unique, des tas de choses comme ça, c'est un contexte très particulier. Moi, je ne fais pas de cardiopathie pédiatrique, pour le coup. Voilà. Alors, l'insuffisance cardiaque, vous savez, l'insuffisance cardiaque avancée, c'est une pathologie qui est en énorme augmentation. Ça touche 2,3% de la population. Alors ça, c'est des chiffres déjà de l'HAS, mais qui sont déjà un petit peu anciens, 2019. On peut se dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de patients qu'on a perdus avec le Covid, qu'on ne voit plus arriver. On ne les voit plus pour implantation de LVAD, par exemple pour transplantation. Donc il y a quand même une baisse d'activité sur toute la France, quelque part. Ces patients ne sont pas arrivés jusqu'au stade terminal de la maladie, probablement. Il y a aussi l'amélioration des médicaments, avec toutes les glyphosines, tout ça, qui ont nettement changé les pronostics. Mais ça reste quand même une source d'hospitalisation, une source de décès, l'insuffisance cardiaque, avec une mortalité à 1 an lorsqu'on a déjà été hospitalisé, qui est de 17%. Donc hospitalisé pour des compensations cardiaques aiguës, 17% de mortalité à 1 an, ça commence quand même à faire sévère. On n'est pas très loin du patient qui s'est finalement cassé le col du fémur, qui rentre à la maison et qui a un pronostic derrière dans l'année qui n'est pas du tout satisfaisant. On va avoir ça aussi bien l'insuffisance cardiaque droite dans des contextes d'insuffisance cardiaque à fonction d'éjection préservée. Donc c'est le patient qui a une FEVG préservée mais qui fait la dysfonction systolique par exemple et qui va quand même réussir à faire de l'insuffisance cardiaque droite. On va voir les mécanismes. Ou bien chez les patients plus classiquement qui ont une FEVG altérée. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, plus le stade d'insuffisance cardiaque est avancé, d'accord, on va vers la droite, ABCD, plus la FEVG sera abaissée et plus on va avoir de l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque droite sévère. Sauf qu'en fait, on ne s'est pas beaucoup intéressé aux patients précédents. On a beaucoup focalisé sur ces patients très graves qui arrivent au stade finalement de cardiopathie dilatée, biventriculaire, etc. Ça, on le reconnaît bien et depuis longtemps. Et finalement, les cardiologues maintenant sont en train de s'intéresser de plus en plus au stade précoce de l'insuffisance cardiaque en disant ces patients-là, ils ont finalement des altérations du VD aussi qu'on avait sous-estimées, qu'on n'avait pas visualisées, qu'on n'avait pas investiguées. Et de plus en plus, on va chercher par différents paramètres à avoir des altérations précoces du VD et ce qu'on va pouvoir faire pour ça. Voilà. On sait qu'on a la rigidité diastolique, la dysfonction droite qui va augmenter petit à petit. Et tout ça va aboutir à des phénomènes de congestion. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de la congestion, c'était prévu après, mais on en rediscutera un petit peu. On va avoir donc une augmentation des pressions pulmonaires, on va rediscuter de l'hypertension pulmonaire, on va avoir une diminution de la perfusion coronaire, on va avoir une interdépendance
du ventricule droit, du ventricule gauche, tout ça créant donc une hypertrophie, insuffisance cardiaque droite. Alors le VD, on en parle depuis un petit peu ce matin, il est différent du ventricule gauche. Le ventricule droit, il est différent parce qu'il a déjà une paroi qui n'est pas du tout structurée de la même façon, qui n'est faite que de 2 couches, qui est beaucoup plus fine. Il a une fraction d'éjection qui est abaissée également. Il va travailler sur un plus grand volume la plupart du temps. Il va avoir des résistances pulmonaires face à lui qui sont habituellement basses. Il travaille sous un régime de basse pression. Il va avoir donc un fonctionnement qui est différent. Et il est prévu, lui, son travail finalement, c'est d'encaisser les variations de précharge. C'est de faire en sorte que notre débit cardiaque reste identique, que l'on soit en préprandial un petit peu déshydraté comme maintenant, ou que l'on soit juste en postprandial et qu'on vient de boire, et avec éventuellement une volémie un peu plus augmentée ou un peu plus diminuée lorsqu'on est un petit peu déshydraté. Par contre, les variations de post-charge, on en parle depuis tout à l'heure, il n'aime pas ça du tout. Alors, quelles sont les adaptations du ventricule droit ? Tout d'abord, lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire, le ventricule droit, ça va être la courbe verte, ici sur les boucles pression-volume, va augmenter sa contractilité. Il va maintenir son débit, finalement, en ayant une phase initiale de compensation qui peut même mener, lorsque c'est sur une phase chronique, à une hypertrophie du ventricule droit. Donc, initialement, le ventricule droit, il s'adapte. Il va augmenter sa capacité, sa contractilité pour maintenir le débit. Et puis, il y a un second temps, durant lequel il va avoir dépassé ce stade d'adaptation, il va défaillir. Et donc là, on va avoir une défaillance cardiaque droite qui va arriver avec une diminution du débit. Et lorsque le ventricule droit n'arrive plus à faire face, on va arriver à des signes de congestion en amont. Donc ça va être de l'insuffisance tricuspide. Le VD est tellement dilaté que finalement la tricuspide va avoir une fuite importante qui va encore majorer l'insuffisance cardiaque droite. On va avoir des signes congestifs et une insuffisance cardiaque qui va devenir globale. Donc ça, c'est progressif dans la maladie. Et on voit que ces stades progressifs, eh bien, ils sont corrélés également à des pronostics. On va avoir déjà, donc, si on regarde les stades un petit peu dans cette étude, ils avaient repris les stades d'insuffisance cardiaque. Et au fur et à mesure des stades d'insuffisance cardiaque, on voit qu'on a déjà d'abord une fonction ventriculaire droite qui est correcte, puis on va passer sur une dyspnée, puis on va passer sur des besoins de diurétiques, et puis en fait on arrive avec, malgré des diurétiques, on a encore des œdèmes. Voilà. Et donc ces stades de maladie qui finalement sont croissants, de plus en plus graves, vont aboutir de la défaillance cardiaque droite à l'insuffisance cardiaque droite, à des pronostics péjoratifs. Et donc vous voyez que plus le stade est grave, plus on a besoin des diurétiques et plus on a des œdèmes malgré les diurétiques et plus la survie est mauvaise. Et on voit bien que dans les recommandations, c'est les signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite qui, dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque avancée, sont un marqueur très important pronostics qui sont liés à la morbimortalité de ces patients. Donc si votre patient a insuffisance cardiaque droite, il continue à faire des signes congestifs, il continue à avoir de la défaillance droite malgré les traitements mis en place, c'est un très mauvais pronostic. Voilà. Et ça, c'est également les signes congestifs, quelle que soit dans cette étude la fonction ventriculaire droite. Vous voyez ici, même les patients qui ont, sur cette petite courbe, des pressions pulmonaires augmentées, mais qui ont encore le stade d'adaptation avec une fraction d'éjection ventriculaire droite préservée, eh bien, ils ont déjà un pronostic qui est altéré par rapport aux patients qui, eux, ont simplement, en bleu ici, en pointillé, l'hypertension pulmonaire, ou ceux qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Donc même avant d'arriver à avoir un VD défaillant, on a déjà un impact sur le pronostic, et c'est ça qui est important à noter. Et dans la courbe de droite, ils avaient même pris en plus des patients qui avaient une FEVG préservée. Donc même chez les patients avec une FEVG préservée, c'est important de s'intéresser au ventricule droit dans l'insuffisance cardiaque. Alors on continue sur un petit peu les mécanismes. On voit que l'évaluation du ventricule droit, vous le savez tous, elle est difficile. Là, je vous ai parlé un petit peu de FEVD. Vous allez me dire, moi, la FEVD au quotidien avec l'écho, j'y arrive pas. Ouais, moi non plus. Okay, c'est compliqué. La géométrie du ventricule droit, elle est très particulière. C'est difficile de l'évaluer. C'est un petit peu plus facile avec l'IRM maintenant, mais encore faut-il passer les patients en IRM, ce qui n'est pas du tout dans les protocoles habituels de suivi de ces patients. Ce qui va être très intéressant aussi, ça va être noté, c'est le raccourcissement longitudinal. Et Pierre Gawar en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'on va voir que la géométrie du ventricule droit, elle va changer. Et bien se souvenir que ce patient, à chaque fois qu'on va évaluer un ventricule droit, il va falloir penser aux conditions de charge. Les conditions de charge, elles sont fondamentales et elles vont modifier énormément de paramètres d'évaluation. Et l'interdépendance ventriculaire. Alors, si on récapitule un petit peu les paramètres qui sont actuellement
en lice, on va dire, pour l'évaluation de la fonction systolique du ventricule droit. Donc on va avoir le TAPS, ce que vous connaissez bien, le pic de l'onde tricuspide, la fraction de raccourcissement de surface, la fraction d'éjection ventriculaire droite, vous voyez qu'elle est notée en 3D, le strain et l'indice de Tay. Alors on va les basculer. Le TAPS. Le TAPS, bon, c'est pratique, c'est facile, tout le monde le fait maintenant au quotidien avec l'écho. C'est séduisant, c'est plutôt pratique à faire. Mais le problème, c'est que c'est une évaluation qui est localisée. Et on sait très bien qu'on a des cardiopathies qui ne sont pas finalement une atteinte homogène du ventricule droit. Alors, sans parler du signe de McConnell, des patients avec une cardiopathie embolique aiguë, mais on sait très bien qu'on n'a pas la même évolution dans toutes les cardiopathies et au stade des cardiopathies, on va le voir après, de la cinétique du ventricule droit. Donc on est quand même sur quelque chose de localisé qui peut être pris en défaut. En plus, c'est un paramètre qui est précharge dépendant. D'accord. Donc finalement, le TAPS, c'est bien, ça peut servir de premier critère, mais ça ne va pas être la panacée non plus. L'ONDES, on sait que ça a une bonne corrélation avec la fraction d'éjection ventriculaire droite mesurée à l'IRM. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous donne un indice, effectivement, de fonction systolique, mais qui lui aussi est un peu précharge dépendant. On a maintenant de plus en plus les cardiologues utilisent le strain. On a des possibilités de l'automatiser sur nos appareils. Alors, ce n'est pas encore sur les appareils du quotidien bedside en réanimation, mais peut-être un jour, ça le deviendra. Pour l'instant, c'est encore des post-traitements la plupart du temps. On a une baisse précoce du strain dans l'insuffisance cardiaque gauche, avant même de baisser la fraction d'éjection ventriculaire gauche, avant même de dilater le ventricule droit, on a une baisse des strains. Et ça, l'avantage, c'est que c'est non influencé par la précharge. En fait, c'est vraiment des paramètres de fonction systolique du VD. Et on a ce papier, effectivement, tout à l'heure, Pierre Gawar en a présenté une partie. Moi, ce que je voulais vous montrer dans ce papier-là, c'est l'évolution ici. Vous voyez les modifications géométriques et contractiles du VD. On sait que le VD, on a dit, c'est une histoire de 2 pyramides qui est enroulée un petit peu autour du ventricule gauche, etc. C'est pas facile. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une modification précoce, alors que vous voyez dans ce deuxième cas, la fraction d'éjection ventriculaire droite est encore préservée, et on a déjà des altérations géométriques. Des altérations géométriques qui vont faire que les fibres, dès que le VD commence à se dilater, elles ne sont plus en capacité finalement d'avoir leur meilleure capacité contractile. Voilà. On n'est plus orienté pour être aussi efficace quand on est dilaté. Et on va réorganiser la contraction. Et ce qui va être altéré en premier, ça va être la composante antéro-postérieure de l'éjection. Et c'est ça qui va être vu et être un marqueur pronostique dans l'insuffisance cardiaque avancée. Donc dès que votre patient, il a beau avoir une FEVD qui est conservée, il commence à modifier son ventricule gauche, sa géométrie, il commence à baisser sa fraction d'éjection antéro-postérieure, on va avoir déjà un plus mauvais pronostic, il va falloir déjà être plus agressif. Alors ça, c'est des études qui sont faites par les cardiologues. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure à Pierre Gawar, c'est vrai que nous, on n'a pas creusé un petit peu tout ça dans le pré-LVAD, dans l'évaluation des LVAD. D'accord ? On va venir dans la suite du topo, on va voir qu'il y a des indices prédictifs dans les LVAD, mais qui sont encore pour l'instant un peu grossiers. On n'est pas allé jusqu'à la finesse, jusqu'au raffinement de tous ces paramètres-là, mais qui pourraient être utiles, peut-être. Si on continue un petit peu sur les mécanismes des LVAD, sur tout ce qui va se causer, on est sur les pressions pulmonaires. Pression pulmonaire, je vous ai remis ces petits schémas, parce que je trouvais qu'ils étaient assez bien faits pour comprendre finalement qu'au départ, on se trouve dans la phase pas d'hypertension pulmonaire, et puis ensuite on va arriver dans l'hypertension pulmonaire qui est post-capillaire pure, et puis petit à petit le patient va évoluer vers de l'hypertension pré- et post-capillaire qui va devenir fixée avec du remodelage. Voilà. Ce qui va être important avec aussi tous ces remodèlements et toute cette hypertension pulmonaire, c'est que très rapidement on va avoir une baisse de la compliance artérielle pulmonaire. Normalement, nos vaisseaux sont compliants, et très rapidement, dans l'hypertension pulmonaire, on va perdre cette compliance. Ce qui veut dire que le ventricule droit, lui, il va avoir une augmentation de la post-charge en permanence. Et c'est ça qui va commencer déjà à fatiguer, entre guillemets, le ventricule droit. Le couplage ventriculo-artériel, Philippe en a parlé un petit peu, il est différent à droite et à gauche. Les artères pulmonaires, la circulation pulmonaire n'est pas la même que la circulation systémique. Et on a une répartition qui est différente. La compliance vasculaire est beaucoup plus distale lors de la circulation pulmonaire. Alors distale, vous allez me dire, c'est pas très loin, mais effectivement, les grosses artères sont plus courtes. D'accord ? Le tronc de l'artère pulmonaire est plus court que toute la partie aorte. Et vous allez avoir une charge pulsatile qui va être plus élevée dans la circulation pulmonaire. Et ça,
Ça va expliquer aussi que l'impact de la post-charge va être plus important sur le ventricule droit. Il est moins adapté de fait déjà par sa morphologie et de fait aussi par la morphologie de la circulation pulmonaire à l'augmentation de post-charge et à l'hypertension pulmonaire. Alors le couplage ventriculo-artériel, effectivement, c'est séduisant, c'est probablement quelque chose qui est investigué. Là, je vais vous mettre quelques études. On a des groupes comme le groupe de Guazzi qui avait montré dans Chest, effectivement, en 2015 que ça marchait, et puis d'autres études et d'autres groupes, d'autres études de la même équipe et d'autres études d'autres groupes qui montrent que finalement, pour l'instant, on n'est pas si certain de quel paramètre va le mieux évaluer le couplage ventriculo-artériel. On se dit qu'il y a probablement besoin d'évaluer pas tout seul la circulation pulmonaire, pas tout seul le ventricule droit, mais les paramètres pour l'instant qu'on essaye de mettre en relation, et là cette fois-ci c'était TAPS sur PAPS, ne sont pas finalement meilleurs pronostics que le TAPS seul dans cette étude. Donc on a encore des difficultés à avoir un message unique de le paramètre qui nous montrerait le bon couplage ventriculo-artériel à droite et qui finalement marcherait un peu dans toutes les études et à tous les coups. Si on regarde maintenant la fonction systolique du ventricule droit, je vous ai remis ici la liste un petit peu des paramètres qui peuvent être utilisés. On peut utiliser donc la surface de l'oreillette droite avec les volémies. On peut utiliser l'épaisseur du ventricule droit. On a dit que lorsqu'il y avait une surcharge, il va s'hypertrophier. On va utiliser donc la veine cave inférieure, la partie congestive, on va à peine en parler parce que normalement c'était un autre topo, mais un petit peu. Voilà, vous voyez différentes choses. Ils vont avoir essayé également des paramètres un petit peu combinés, par exemple de combiner l'onde S avec la surface de l'oreillette droite. Peut-être que ça pourrait être effectivement bénéfique. Dans cette étude, il y avait effectivement un impact sur la survie dans les insuffisances cardiaques avancées, c'est la FEVG ABC. Donc tout ça, ça pourrait être utile effectivement d'aller explorer un petit peu plus la fonction diastolique VD. Et pour l'instant, on n'est pas encore très bon. Surtout qu'on a des difficultés à isoler la fonction diastolique de la partie congestive. C'est toujours la problématique, à gauche, à droite. Et les paramètres du cœur droit, on va avoir donc tout ce qui est la partie veine cave, tout ce qui est la partie flux d'insuffisance tricuspide, la partie donc veine cave inférieure abdomen, la jugulaire, le Vexus score, on va en reparler un petit peu, même si effectivement donc c'est la mode, on va en reparler un petit peu, mais c'est peut-être pas la panacée non plus. Voilà, donc ça, cette revue, elle vous permet de revoir un petit peu tous ces différents paramètres. Si on veut regarder la congestion à droite, on va regarder quoi? On va regarder la dilatation du ventricule droit. On va regarder du coup la fuite tricuspide, puisque plus notre ventricule droit va se dilater, plus on va avoir de fuite tricuspide. On va regarder la dilatation de l'oreillette gauche. On peut regarder aussi du strain sur l'oreillette gauche. Alors là, sur l'oreillette droite, pardon, c'est déjà un peu plus avancé. Et on va regarder les E sur E'. Et puis ensuite, on a donc tous les flux veineux, portal, infrarénal. Alors, on va du coup reparler légèrement de ça, mais c'était plutôt dans le topo congestion. Je n'avais pas beaucoup plus développé. La partie flux veineux portal, on sait que normalement, donc le flux veineux portal qui va nous refléter donc la congestion abdominale, il est normalement non pulsatile, et vous allez avoir un flux qui va devenir pulsatile, voire avec des ondes qui deviennent négatives. Et c'est là que vous allez avoir un marqueur vraiment de congestion au niveau de votre circulation abdominale. Ce qui est prouvé dans l'insuffisance cardiaque avancée, c'est que plus vous allez avoir de congestion, et ça c'est un papier qui est assez récent, plus vous allez avoir de prédictions, finalement, surajoutées aux autres paramètres de votre pronostic. Donc là, vous avez un score qui est un score habituel d'outcome des décompensations. C'est un score qu'utilisent les Américains pour dire ce patient vient de rentrer pour une hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Finalement, comment ça va se passer pour la suite? Ils prennent quoi? Ils prennent la pression artérielle systolique, l'urée, le sodium, l'âge, la fréquence cardiaque, est-ce qu'il est BPCO, est-ce qu'il a une couleur de peau noire? Et à partir de ça, ils ont un score de prédiction, finalement, de votre outcome. Ils rajoutent à ça le paramètre veine cave inférieure. Donc déjà, ils rajoutent un paramètre de congestion droite. D'accord? Une fois qu'ils ont rajouté ça, ils ont dit « Ah, oui, mais c'est pas parfait encore, donc on va rajouter encore le Vexus score. » Et ils voient qu'avec ce Vexus de stade 3 qui montre donc un stade avancé, ils vont avoir une amélioration, plus de finesse finalement dans la prédiction de l'outcome. Donc plus vos patients, vous allez pouvoir les explorer et rajouter le Vexus score notamment ou d'autres paramètres de congestion à vos mesures habituelles, plus vous allez affiner leur pronostic. Alors maintenant, si on regarde un petit peu le thérapeutique, on a ce patient qui a une insuffisance cardiaque avancée, mais d'habitude on le traite, ce patient. Et finalement, j'ai regardé quel est l'impact des traitements
de l'insuffisance cardiaque avancée sur le ventricule droit. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile dans la littérature. J'ai trouvé quelques papiers, notamment sur la resynchronisation. Resynchronisation qui va être mise dans cette étude pour des critères habituels, donc une FEVG altérée avec un bloc de branche gauche, un QRS élargi, etc. Des critères habituels de resynchronisation. Et en fait, ils ont étudié, est-ce qu'une fois qu'ils ont mis la resynchronisation, il y a un bénéfice sur le remodelage ventriculaire droit. Et les patients qui vont modifier, qui vont avoir un remodelage ventriculaire droit après la resynchro, c'est ceux qui finalement vont avoir, vous voyez ici, un meilleur pronostic en haut. Alors que ceux qui, malgré la resynchronisation, vont garder un ventricule droit dilaté avec le pattern 4, c'est ceux qui auront le plus mauvais outcome, la moins bonne survie. D'accord. Alors, si on regarde également, pareil, les histoires de couplage, dans la resynchronisation, ce qui est montré également, c'est que le couplage TAPS sur PAPS, il peut prédire également cette amélioration. D'accord ? Donc on peut, par le couplage ventriculo-artériel, voir est-ce que notre patient va répondre aussi à la resynchronisation cardiaque. Donc la resynchronisation qu'on voyait comme un traitement d'insuffisance cardiaque plutôt gauche, en se disant oui, c'est la stimulation à droite de ces patients qui finalement désynchronise le ventricule gauche, ou c'est le ventricule gauche qui est trop dilaté, finalement ça a un impact aussi sur le ventricule droit, et ça a un impact qui est sans doute par le fait que ces patients vont améliorer leur ventricule droit dans un certain nombre de patients, vont remodeler leur ventricule droit, diminuer, et ça a un impact du coup sur la mortalité, sur le pronostic de ces patients. Alors, est-ce que maintenant, dans les traitements d'insuffisance cardiaque avancée, on vous propose de faire des mitraclips ? Non. Et puis on vous propose de faire maintenant des triclips, ou voire même des patients chez qui on va proposer de faire des valves tricuspides percutanées. Et donc cette étude, ils ont regardé finalement quel est l'impact chez les patients d'insuffisance cardiaque avancée de l'implantation de cette valve tricuspide percutanée. Et ce qu'on voit, c'est que les patients vont avoir un remodelage du ventricule droit. Le fait de corriger cette fuite tricuspide, finalement, ce qui nous inquiète beaucoup, nous, en chirurgie cardiaque ouverte, en se disant « oh là là, je vais changer la tricuspide, ça ne va pas forcément très bien se passer après si le ventricule droit, de toute façon, est foutu ». Mais en fait, ils ont montré, dans un certain nombre de patients, qu'ils allaient pouvoir améliorer le remodelage ventriculaire droit et améliorer le pronostic de ces patients. Dans le reste des traitements de l'insuffisance cardiaque droite, selon le mécanisme, oui, Pierre Grégoire, j'ai bien mis, on ne met pas tous les médicaments pour tout le monde, on ne met pas le magic paquet comme ça, antibiotiques, plus etc., d'accord ? C'est voilà, pareil en hémodynamique, on va trier un petit peu ce qu'on va mettre, et donc on va traiter en fonction du mécanisme qui est en cause, si c'est de l'élévation de la post-charge, si c'est de l'élévation de la pré-charge, si c'est un problème de contractilité qu'il va falloir optimiser, si c'est un problème de rythme cardiaque, et ça, ce sera toujours important de bien penser quand on parle de ventricule droit à ce pilier qu'est le rythme cardiaque, parce qu'un patient qui va être bradycarde, un patient qui va être en arythmie, va avoir effectivement aussi un impact sur sa fonction ventriculaire droite. Si on regarde les médicaments, est-ce que les médicaments que j'utilise habituellement dans l'insuffisance cardiaque gauche vont marcher dans l'insuffisance cardiaque droite ? C'est pas clair. C'est pas si clair que ça. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont vraiment comparé effectivement l'effet des deux côtés. Ce qu'on peut voir un petit peu, c'est que, comme dans les études qu'a présentées tout à l'heure Philippe, la norépinéphrine augmente la pression dans l'artère pulmonaire. Et donc ça, finalement, vous allez certes restaurer une pression de perfusion qui va être bénéfique pour le ventricule droit, mais par contre, vous risquez, dans un certain nombre de patients, d'augmenter les pressions pulmonaires et du coup de contrebalancer l'effet bénéfique sur le ventricule droit. Alors que la vasopressine n'a pas d'effet, effectivement. Si on regarde la partie inotrope, alors la partie inotrope, on avait encore à l'époque l'adrénaline dans ce tableau. Je vous ai remis un petit peu les détails. Pour l'insuffisance cardiaque droite, les posologies qui sont utilisées sont dans les études sensiblement les mêmes qu'à gauche. Il n'y a pas vraiment d'études qui va vous dire les posologies nécessaires pour le cœur droit. Enfin, j'en ai pas retrouvé en tout cas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me direz. Les posologies nécessaires pour l'insuffisance cardiaque droite. D'accord ? Alors, c'est des études qui vont utiliser plutôt de la dobutamine, plutôt de la milrinone, du lévosimendan, de la noradrénaline. Je vous ai remis ici les mécanismes. Ce qui peut arriver, c'est souvent des mécanismes aussi de vasodilatation artérielle pulmonaire. Et à la fois jouer sur l'inotropie et à la fois jouer sur la vasodilatation pulmonaire. D'accord ? Donc, même la catégorie inotrope, elle va jouer aussi un petit peu sur la vascularisation pulmonaire. Donc, on ne va pas avoir des effets qui vont être purement inotropes.
non plus sur le ventricule droit. Les effets indésirables, vous les connaissez, avec des arythmies pour la plupart des patients. Alors quand c'est la phase tachycardie, ça peut être bénéfique pour le ventricule droit, de ne pas avoir trop de temps de diastole et de ne pas avoir trop de dilatation, trop de remplissage. Par contre, si vous avez des arythmies de type même fibrillation auriculaire ou plus grave, tachycardie ventriculaire, ça va être délétère pour le VD. Si on arrive à un stade plus avancé que les inotropes, quel est l'impact finalement de la mise en place d'une ECMO véno-artérielle? Alors on a discuté tout à l'heure cœur pulmonaire aigu, est-ce qu'on met une ECMO VA, est-ce qu'on met une ECMO VV? Finalement, j'ai un patient, alors en dehors du cœur pulmonaire aigu, j'ai un patient qui a une défaillance cardiaque avancée, je lui mets une ECMO VA. Quel est l'impact? Alors cette étude, c'était des cochons. Des petits cochons à qui ils ont fait des variations de débit d'ECMO. Et ce qu'on voit, c'est que lors de la mise en place de l'ECMO, on a une redistribution du sang, de la circulation pulmonaire en systémique. On va du coup baisser la pression dans l'oreillette gauche, on va baisser finalement le volume de sang. Alors ça me faisait assez sourire l'autre jour, on discutait avec les internes de vous mettez en place une ECMO ou vous retirez une ECMO et est-ce que le patient est finalement en hypovolémie? Et donc, tu as un certain nombre de personnes, d'internes, qui pensaient que le fait de sevrer l'ECMO, le patient a une hypovolémie. Oui, parce que tu as enlevé. Je leur dis, mais non, c'est du volume extérieur. Mais par contre, quand tu mets l'ECMO, finalement, tu reperfuses, tu recrutes des territoires capillaires. Mais finalement, d'où vient ce volume sanguin? Et d'arriver à faire la gymnastique comme ça, et essayer avec vos internes, vous allez voir, c'est assez rigolo, d'essayer d'arriver à comprendre qu'en fait, finalement, on redistribue le sang qui était dans cette circulation pulmonaire, et c'est ça qui va nous permettre aussi, dans l'ECMO véno-artérielle, de recruter du capillaire en périphérie, de reperfuser notre patient. Par contre, quand on diminue le débit sanguin d'ECMO, forcément, on va avoir plus de circulation transpulmonaire, on va avoir plus de précharge du ventricule droit, un déplacement de la courbe pression-volume vers la droite, une augmentation du débit généré, une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Et c'est là qu'on peut avoir des effets, effectivement, de dysfonction ventriculaire droite qui va réapparaître ou dysfonction ventriculaire gauche. Dans cette étude, ils avaient également fait des manœuvres d'hypoxie pour faire une augmentation brutale par vasoconstriction pulmonaire hypoxique de post-charge. Et ça, on voit que dans une certaine mesure, le ventricule droit va augmenter sa contractilité pour lutter, pour maintenir un débit de sang transpulmonaire. Il va être adaptatif et restaurer un couplage ventriculo-artériel. C'est les cochons sains, c'est les cochons qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire droite. Voilà. L'Impella, quel est l'impact de l'Impella finalement sur le ventricule droit? On va avoir du coup dans cette étude, on voit qu'une fois qu'on a mis en place donc l'assistance ventriculaire droite, on va avoir un déplacement de la courbe pression-volume qui finalement va permettre une diminution de la pression télédiastolique ventriculaire gauche, mais également une diminution de la pression artérielle télédiastolique VD dans la plupart des patients. Et on va avoir une augmentation de la pression artérielle moyenne, une augmentation de la pulsatilité. Alors, ça peut être une source de décompensation du ventricule droit s'il est vraiment trop limite. Et c'est ça qui va permettre de tester aussi un petit peu le ventricule droit avant de mettre en place un LVAD. Donc, une Impella, ça peut être bien toléré, comme là dans cette étude, comme ça peut être une source de décompensation cardiaque droite chez certains patients. Voilà. Alors là, c'était par exemple l'étude mise en place d'une Impella 5.5 pour chirurgie cardiaque. Et vous voyez qu'ils sont quand même 3 patients sur 12 qui font de la décompensation cardiaque droite, voilà, du fait de l'augmentation. D'accord. Alors, les troubles hémodynamiques. On est sur, du coup, les LVAD. On va passer vraiment à la partie LVAD. Dans les causes des troubles hémodynamiques des LVAD, on va avoir bien entendu la dysfonction cardiaque droite. Vous voyez cette jeune patiente qu'on avait implantée d'un LVAD qui, quelques heures après, avait à la fois l'ischémie de jambe et à la fois la dysfonction cardiaque droite avec un ventricule droit qui se balance mais qui n'est pas efficace pour éjecter. Si on reprend la définition d'assistance cardiaque droite du LVAD, vous le voyez ici, c'est soit dès le bloc opératoire, soit plus tard, avec un besoin en assistance, un besoin en inotrope, des décès. On sait que c'est corrélé à la mortalité, c'est fréquent, c'est de 20 à 60% des patients qui vont avoir cette défaillance, suivant les grades. Ça va être lié à une mortalité particulière. Les mécanismes, c'est, vous allez voir un ventricule gauche, qui va du coup être initialement dilaté, qui tout d'un coup change sa géométrie, va être déchargé, ça va tracter si la vitesse du LVAD est trop rapide le septum interventriculaire. Vous allez avoir également une augmentation de la précharge du ventricule droit puisque vous allez renvoyer plus de sang à droite finalement que le sang qui était à gauche. Habituellement, lorsque le patient est en bas débit, ces patients ils arrivent, ils ont un index à 1,5 litre, 1,8 litre au mieux.
Donc là, tout d'un coup, vous restaurez un débit cardiaque. C'est important de ne pas tout de suite trop vite changer non plus les conditions de charge et augmenter trop vite les tours. Ça peut causer des événements de PI, des effets de succion sur notre LVAD, c'est-à-dire que le ventricule droit ne sera plus capable d'envoyer suffisamment de sang dans la circulation pulmonaire et suffisamment de sang du coup pour précharger le VG et précharger le HeartMate ou l'autre LVAD. Et donc vous allez avoir des événements de succion. Ça va causer de la congestion hépatique et rénale, et la congestion avec un mauvais débit de perfusion, qui va aboutir du coup à des complications de durée de séjour augmentée, de durée de ventilation mécanique augmentée, des complications post-opératoires diverses, plus de mortalité, plus de saignement, plus de réadmission. Plus de saignement, on l'avait étonnamment, on peut se dire, mais pourquoi ? Et bien en fait, finalement, tous ces patients-là qui vont avoir plus de troubles d'hémocompatibilité dans les cas où ils ont de la dysfonction ventriculaire droite tardive. Ça, c'était observé sur les HeartMate 2 et sur les HVAD. Probablement dû au fait que ces patients qui ont une insuffisance cardiaque droite, ils ont aussi une pression artérielle moyenne qui est plus basse que les autres patients, ils vont être moins pulsés, et donc ils vont avoir, peut-être par ces mécanismes, plus de problèmes d'hémocompatibilité. Les facteurs de risque qui sont liés aux patients, on a plein de causes différentes. En préopératoire, on va identifier la PVC haute, la pression artérielle moyenne pulmonaire basse, ce qui veut dire que le VD n'arrive pas à générer une pression artérielle pulmonaire suffisante. On va avoir un travail préopératoire VD qui va être bas, PVC sur papo élevé, le PAPI que vous connaissez déjà. À l'échographie classique, on peut mesurer également l'ondesse tricuspide, le diamètre télédiastolique VD, diamètre télésystolique VD. On va avoir également à intégrer les facteurs de créatinine, de bilirubine, d'inflammation, d'épuration extra-rénale, de ventilation mécanique. Et tout ça a donné lieu à la création de nombreux scores qui marchent dans des populations très sélectionnées de patients avec des seuils différents. Donc c'est toujours à discuter l'utilisation des scores. Voilà un petit peu, grosso modo, l'ensemble des paramètres qu'il va falloir voir pour votre prédiction d'insuffisance cardiaque droite après mise en place du LVAD. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit que ça ne va pas passer ? Alors cette étude, il proposait d'optimiser, de réévaluer, voire ensuite éventuellement de discuter un BIVAD. Et 2-3 diapos pour terminer sur le traitement d'insuffisance cardiaque droite sur le LVAD. Je vous ai déjà parlé des inotropes de tout à l'heure, de resynchronisation. Est-ce que finalement, là, dans le cadre du LVAD, on va traiter la partie post-charge ? Est-ce qu'on va devoir traiter la partie post-charge est augmentée ? Est-ce que le LVAD est suffisant ou pas ? Peut-être qu'on ne tourne pas assez vite. Peut-être qu'il y a des problèmes d'obstruction. Peut-être qu'il y a des problèmes de mise en place de la canule, d'orientation, etc. Est-ce que mon VDG est bien déchargé ? Est-ce qu'on a une hypertension pulmonaire préopératoire ? Est-ce qu'elle était réversible sur le cathé droit si on avait pu en avoir un avant ? Est-ce que finalement c'est un problème de précharge ventriculaire droite qui est excessive ? Et on va pouvoir traiter ça avec des diurétiques. Est-ce que finalement c'est pas le LVAD qui tourne trop vite et qui précharge trop du coup le ventricule droit ? C'est souvent la première cause en réanimation les premiers jours parce qu'on a eu de l'hypotension, on a voulu monter un petit peu les tours, etc. Tous les jours il faut réévaluer et se poser la question de redescendre. Est-ce qu'on a une contractilité VD qui est suffisante finalement pour pallier à ça, ou est-ce qu'on avait une cardiopathie sous-jacente ? Et donc, dans cette étude Schlaghofer, ils avaient un certain nombre de patients qui étaient sous diurétiques, sous inotropes, sous NO inhalé. Alors ils ont des chiffres qui sont très très bas de médicaments et de traitements d'insuffisance cardiaque droite. Ils ont pris des patients qui avaient strictement aucun critère d'insuffisance cardiaque droite, qui avaient vraiment des VD qui étaient estimés parfaits en préopératoire. Et même ces VD soi-disant parfaits en préopératoire qui cochent tous les bons critères, ils ont quand même besoin d'un certain nombre de médicaments. Les VD, par contre, un peu limite. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une plastie tricuspide en même temps que l'implantation du LVAD ? C'est pas forcément évident. Ils n'ont pas plus de dysfonction cardiaque droite après la plastie tricuspide, mais pour l'instant, ils n'avaient pas non plus de bénéfices parce qu'ils ont des dysfonctions cardiaque droite qui vont être retardées. Ensuite, mécaniquement, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer sur le LVAD lorsqu'on a la dysfonction cardiaque droite ? Ça, vous le connaissez, là, avec une Impella, avec une ECMO droite-droite qui peut être une Protect Duo. Et puis finalement, certains patients avec des dysfonctions cardiaque droite tardives qui récidivent, qui refont des petites décompensations, etc., à moyen terme. Et le meilleur traitement, ça va être finalement de les greffer, si c'est possible, s'ils sont éligibles à la greffe. Voilà, donc pour synthétiser un petit peu tout ça, quand j'ai une problématique de LVAD, toutes les questions qu'il va falloir se poser un petit peu autour de ce ventricule droit. Est-ce que j'ai pu évaluer mon ventricule droit avec les différents caractères, les différents critères ? Est-ce que les critères tous les feux sont ouverts et je peux mettre le LVAD ?
Est-ce qu'il y a des critères au vert, des critères au rouge, et je vais pouvoir le réévaluer, je vais le diurétiquer, je vais le tester un petit peu plus, ce ventricule droit. Ça peut être jusqu'à mettre une Impella pour tester ce ventricule droit. Alors c'est vrai que l'Impella, c'est compliqué maintenant, mais peut-être que ça reviendra. Est-ce que ensuite, en post-opératoire, je vais pouvoir bien l'évaluer? Voilà. Merci à vous. Merci Aude. Allez, après, vous voyez qu'on compense l'absence d'un topo par l'hypertrophie de nos discussions. On s'étend un peu plus. Donc, naturellement, rapidement, une question ou deux dans l'assistance. Si vous avez au front, Philippe Guercy. Bonjour, merci, super topo. Petite question pour les malades qui arrivent en urgence sous ECMO. Je pense que c'est une question qui revient souvent. Pas de caté droit. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. J'ai envie de te dire que l'étude que nous on avait fait, c'était ECPella, c'était de passer par une Impella et de tester le VD. Alors, si on n'a pas d'Impella 5.5 ou de 5.0, etc., peut-être que finalement, mettre juste une Impella CP et laisser un débit minimal à 1 litre sur l'ECMO VA, parce que tu n'arriveras peut-être pas à faire plus de 4 litres, peut-être ton patient il aura un peu beaucoup plus. Mais voilà, moi j'ai envie de te dire que c'est probablement pour moi, à mon avis personnel, c'est cette stratégie qui permet quand même d'évaluer le mieux le ventricule droit. Parce que tu as quelque chose qui est antérograde, qui est un flux continu. Donc c'est quand même ce qui se rapproche le mieux du LVAD, qui n'est pas forcément très invasif à mettre. Si tu mets ça sur une CP, sur un désilé fémoral, voilà. Et puis baisser les tours de l'ECMO VA, voir un petit peu comment il tolère ça. Est-ce que ce débit jusqu'à 4 litres est suffisant, ou est-ce que c'est un peu un gabarit qui fait qu'il aurait besoin d'un peu plus et que finalement, lui, son cœur natif n'arrive pas à compenser pour faire son débit sanguin systémique correct. Mais voilà, moi, personnellement, je pense que c'est quand même ça la meilleure solution. Oui, après, tout dépend du contexte étiologique aussi, dans quel cadre. Voilà, si c'est un infarctus avec une nécrose à gauche, isolée, voilà, tout dépend aussi du contexte. Bien sûr, je pense dans les cas difficiles, c'est une option, et je pense qu'il faut vraiment l'étudier. Elle est intéressante. Mais oui, c'est toujours le challenge de sortir les malades en aigu qu'on ne connaît pas d'auparavant, de savoir s'ils sont éligibles à la greffe ou au LVAD finalement, dans différentes circonstances. Oui, comme tu l'as dit, c'est rapidement, mais c'est la difficulté, c'est d'évaluer ces patients qui ont finalement des bas débits. Et ce sont les pièges un petit peu du cathétérisme cardiaque droit, parce que je ne l'ai pas non plus peut-être précisé, mais même les résistances pulmonaires peuvent à la fois être charge dépendant, volodépendante, mais aussi débit dépendante, et c'est pas voilà, on peut avoir une perte de linéarité entre, au fur et à mesure qu'on augmente le débit, et avoir une montée exponentielle des résistances qui démasque une part précapillaire dans la situation qui n'est pas forcément soupçonnée quand on est en bas débit. Complètement. Et c'est vrai que le test de réversibilité ONO peut aussi vous faire décompenser les patients. Donc il y a certains cardiologues qui vont être un peu frileux aussi en préopératoire à se dire le patient, là, il est sous d'obus, il est à 10 gamma d'obus, je le tiens à peine. Je vais faire le cathé droit, mais est-ce que je vais faire en plus le test de réversibilité et voir un petit peu ça, s'il a une capacité de lever un obstacle, est-ce qu'il a une capacité aussi d'augmenter un peu son débit? C'est inquiétant aussi, quelque part, de le faire et de risquer de décompenser le patient. Et Aude, j'étais surprise, il n'y a pas dans l'arsenal thérapeutique des inotropes l'Isuprel dans le... Alors non, il n'était pas là dans la liste, dans tout ce que j'avais retrouvé. Alors après, l'Isuprel, il a plus une fonction qui est chronotrope, mais il est inotrope aussi de toute façon. Oui. Ce qui est très important dans le ventricule droit, c'est effectivement de contrôler le rythme. De contrôler le rythme avec, si possible, un rythme sinusal et, si possible, un rythme assez rapide. Donc pourquoi pas l'accélérer à l'Isuprel, mais l'Isuprel va aussi avoir des effets pro-arythmogènes qui finalement peuvent être délétères chez notre patient. Et pour avoir beaucoup travaillé sur les catécholamines en expérimental chez les petits rats et les petits tubes, finalement les effets inotropes et chronotropes sont quand même relativement homogènes. Il y a un petit peu plus d'effets inotropes, mais les deux sont inotropes, les deux sont chronotropes, même la dobutamine. Donc voilà. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment contrôler le rythme, avoir un patient au rythme sinusal, plutôt rapide, plutôt 80-100. Après, que ce soit de l'Isuprel ou de la dobutamine pour la
l'aspect inotrope sur le ventricule droit, je ne crois pas qu'il y ait d'études. Enfin, moi, je n'avais pas souvenir de ça. Je ne sais pas si Bernard a d'autres idées ou si vous avez une notion. Je ne crois pas. Et l'Isuprel est un peu plus vasodilatateur. Alors, un peu plus vasodilatateur du lit pulmonaire. que du lit pulmonaire, oui, éventuellement. Mais et à la lumière des topos, est-ce qu'il faut retenir qu'il faut mettre de la vasopressine en première intention comme vasoconstricteur? Parce qu'en général, c'est plutôt en deuxième intention qu'on utilise le Reverpleg. Alors, les études, pour l'instant, en vasopressine, se sont concentrées soit sur des degrés de dose de vasopresseur qui sont très importantes, sur des chocs finalement qui échappent à noradrénaline, où tu penses qu'il y a des risques d'ischémie. Il y a tous les effets aussi de éventuellement préservation de la circulation rénale, hépatique, tout ça, qui sont discutés avec la vasopressine, qui sont moins certains. Mais c'est vrai que peut-être la place de la vasopressine est peut-être plus effectivement dans l'hypertension pulmonaire et dans le ventricule droit fragile. Que finalement, là où ils essayent de montrer sur la circulation rénale et hépatique avec des études discordantes. Bernard ? Merci beaucoup, Aude, pour cette présentation. Moi, pour les bêta-agonistes, je me méfie beaucoup effectivement de l'effet pro-arythmogène. Et puis surtout, si le VD est à genoux et que le débit n'augmente pas, eh ben, on va avoir l'effet vasodilatateur et on va se retrouver avec une baisse de la pression de perfusion du VD à un moment où il est plus tachycarde, donc il a plus besoin d'oxygène. Et donc, finalement, des effets très embêtants. Donc c'est pour ça que la noradré doit rester le numéro 1 et peut-être que la vasopressine va la remplacer parce qu'elle a ce bénéfice de ne pas agir sur la circulation pulmonaire, mais on manque encore un peu d'expérience parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on l'a. Mais... Et puis elle n'a pas trop été testée là-dedans, elle a été testée plus sur des chocs réfractaires, moi, ce que je voyais. Donc bon, c'est peut-être à envisager de faire une étude effectivement vasopressine précoce dans le cas où on a une incidence cardiaque droite. Bon, du pain sur la planche, quoi. Oui. Hein. On va devoir clôturer cette session. Merci beaucoup avant le symposium qui va suivre. Et pensez à faire les évaluations. Il y a les QR codes un petit peu partout. Les évaluations des sessions Arcotova. Merci à vous.